toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux ce soir encore pour ce lancement de la 12e saison de l'Agora des Savoirs. Et merci également à celles et ceux qui nous écoutent plus ou moins loin d'ici, puisque ces conférences et rencontres sont diffusées en direct sur Divergence FM et également sur la page YouTube de l'Agora des Savoirs. Donc les soirs où vous ne pourrez pas venir, pour une raison ou une autre, vous savez que vous pouvez soit nous écouter en direct, soit retrouver ensuite ces contenus sur le site de la ville, sur la page YouTube ou sur le site de Divergence FM. François-Xavier Fauvel, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je pense que ça y est, le son est revenu. Effectivement, c'est la troisième fois. Merci. Super. C'est la troisième fois que nous avons la chance de vous accueillir ici. La première fois, c'était en 2013, à l'occasion de la parution du Rhinocéros d'or. On va y revenir tout à l'heure. Et ça fait de vous, d'ailleurs, le recordman des présences à l'Agora des Savoirs, à égalité avec Étienne Klein. Donc, merci beaucoup pour cette fidélité à Montpellier, à l'Agora des Savoirs. Si vous êtes ici, alors je vais rappeler très brièvement votre parcours. Vous êtes professeur au Collège de France, titulaire d'une chaire Histoire et Archéologie des mondes africains. C'est d'ailleurs la première fois qu'au Collège de France, une chaire est dédiée intégralement, je crois, à l'histoire des mondes anciens en Afrique. Bon, je ne vais pas revenir sur l'intégralité de votre parcours académique, mais je vais peut-être plutôt me pencher sur le parcours bibliographique, puisqu'on va y venir. Vous aviez signé des livres marquants au début des années 2000, je pense à L'invention du Hottentot, histoire du regard occidental sur les Khoisan, 15e, 19e siècle, c'était publication de la Sorbonne. Un livre que vous aviez prolongé d'une certaine manière, et peut-être même retourné, avec À la recherche du sauvage idéal, c'était au Seuil en 2017, un livre que vous étiez d'ailleurs venu présenter ici à l'occasion. Puis on peut également citer une histoire de l'Afrique du Sud, toujours au Seuil en 2006. On y vient évidemment le Rhinocéros d'or, histoire du Moyen-Âge africain. Alors c'était chez Alma en 2013. C'est devenu un véritable classique de l'histoire médiévale africaine et de l'histoire tout court. Vous avez remporté le Grand Prix des rendez-vous de l'histoire à Blois. Il a été traduit en combien de langues? Une douzaine de langues. Voilà. Et puis, plus récemment, vous avez dirigé un fort volume chez Belin, l'Afrique ancienne, de l'Akakus au Zimbabwe, dans la collection Mondes Anciens, dirigée par Joël Cornette. Et on y vient. Vous voyez, je suis venu avec de la matière aujourd'hui, puisque vous n'avez pas moins de 4 publications en 2022. Un petit texte très éclairant chez CNRS Éditions qui s'appelle « Penser l'histoire de l'Afrique ». Une réédition, on va y venir, du Rhinocéros d'or, histoire du Moyen-Âge africain, édition revue et augmentée, parue chez Talandier. Un ouvrage que vous avez co-dirigé avec l'historienne de l'art Anne Lafont, paru à la découverte L'Afrique et le monde, histoire renouée. Et puis enfin, un livre qui est issu de vos cours, de votre saison de cours au Collège de France et qui est dédié à l'Empire du Mali, 13e, 14e siècle, les masques et la mosquée. Alors j'ai relevé une phrase dans l'Afrique et le monde et dans votre introduction. Vous écrivez avec Anne Lafont: l'histoire du monde se laisse mieux observer, se pense mieux en compagnie de l'histoire de l'Afrique, et c'est sans doute une des raisons pour laquelle nous vous réinvitons de manière aussi rapprochée presque à chaque parution. Avec l'Afrique et le monde, qui est cet ouvrage collectif, et j'aimerais commencer par celui-ci. Vous essayez d'écrire une histoire mondiale, globale de l'Afrique et une histoire africaine du monde. Ma première question sera toute simple. Pourquoi ? Alors, est-ce que ça marche ? Oui. Alors d'abord, un très grand merci à Régis pour votre invitation. Un très grand merci au public, aux lectrices et aux lecteurs qui sont dans cette salle. C'est toujours un très grand plaisir pour moi. D'ailleurs, ça fait la 3e fois, comme vous l'avez dit, que je viens à Montpellier. C'est toujours un très grand plaisir.
D'abord parce que, et là voilà, je dis ça sans flagornerie du tout à l'égard du public, mais c'est de mon expérience de présentation à travers la France, c'est l'endroit où on remplit la plus grande salle. Et donc voilà, c'est toujours très très réjouissant de voir ça, d'aller à la rencontre. Voilà, du public, parce que le retour qu'on a sous la forme de questions, voilà, ou sous la forme plus informelle, ça, de discussion à la fin d'une présentation, ou à l'occasion de signatures, voilà, sont toujours des moments où on découvre ce que les lecteurs et lectrices ont retenu d'un livre, ou ce qu'ils attendent de livres. Parce que sans cela, on n'a pas, enfin je veux dire, non pas qu'on soit dans des tours d'ivoire, parce que c'est pas du tout le cas, mais sans ça, on n'a pas le retour des lecteurs et des lectrices. Donc c'est un très grand plaisir, et merci beaucoup à vous toutes et tous d'être là. C'est en plus un plaisir redoublé par le fait que l'Agora des Savoirs redémarre, voilà, et que je suis très honoré, voilà, de faire en quelque sorte la première, voilà, de ce nouveau cycle. Alors oui, un petit mot aussi sur 4 livres. Alors 4 livres, c'est pas tous les jours que ça arrive, hein, c'est bon. Mais disons que c'est à cela que j'ai utilisé les 2 ou 3 dernières années, qui ont été pour nous tous et toutes un peu compliquées, en raison du Covid, en raison aussi, et là ça touche plus directement mon métier, d'un certain nombre de troubles géopolitiques en Afrique, qui m'ont interdit depuis 2 ans d'aller dans différents pays africains. En particulier au Mali, qui a connu une série de coups d'État, en particulier en Éthiopie, qui a connu depuis 2 ans une guerre civile. Et ces contextes douloureux, douloureux pour les autres, douloureux pour les Maliens et les Éthiopiens, douloureux pour les collègues de ces pays-là, pour les étudiants et étudiantes avec qui j'avais l'habitude de travailler. Ce contexte-là, je l'ai utilisé pour écrire des livres, d'où ce côté un peu comme ça, miraculeux de quelques livres qui sortent un peu tous en même temps en 2022. J'en arrive à la question que vous m'avez posée sur ce livre, L'Afrique et le monde, Histoire renouée. C'est un collectif dans lequel nous nous sommes embarqués à la suggestion de Pierre Singaravelou, qui est un historien de l'époque contemporaine, spécialiste des mondes coloniaux, qui dirige la collection, cette collection chez La Découverte, et invitation à laquelle nous avons répondu, Anne Lafont et moi-même, en invitant une douzaine d'auteurs à réfléchir à ce que pourrait être quelque chose qui soit à la fois une histoire mondiale de l'Afrique et une histoire africaine du monde. Bon. Un double défi qui n'est pas simple du tout à relever, parce que je dirais que chacun de ces 2 projets aurait été plus facile, c'est-à-dire faire une histoire africaine du monde ou bien faire une histoire mondiale de l'Afrique, mais faire les 2 en même temps pose un défi. Et ce défi, c'est celui de la géographie, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que ça veut dire que dans chacune des époques dans lesquelles on s'installe, ça n'est pas toujours la même Afrique qui est en contact, en interaction, en échange avec le reste du monde, ou avec différentes parties du reste du monde. Et ça n'est pas non plus, à toutes les époques, la même documentation avec laquelle on a affaire pour retracer l'histoire. Tantôt cette documentation est matérielle, par exemple archéologique, tantôt elle est matérielle et immatérielle, par exemple des objets d'art, tantôt elle relève des archives qui sont très nombreuses pour certaines époques, par exemple l'époque de la traite atlantique à partir de la fin du XVe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle, tantôt ces échanges sont plus franchement immatériels lorsqu'on parle par exemple des échanges juridiques, ou que l'on parle par exemple des échanges de mémoire, la formation d'une mémoire mondiale de l'Afrique dans les communautés noires issues d'Afrique à travers le monde. Et voilà. Et le défi
de ce livre, c'est d'abord le défi de la temporalité et le défi de la géographie. Je crois qu'on y a réussi avec nos auteurs qui sont de différents pays, qui sont basés dans différents pays. Il y a par exemple Souleymane Bachir Diagne, philosophe sénégalais basé aux États-Unis. Guillaume Blanc, spécialiste de l'histoire de l'environnement en Afrique. Anne Lafont, bien sûr, coéditrice avec moi de ce livre, spécialiste de l'art à l'époque des Lumières, et qui montre dans son chapitre, par exemple, que les sociétés africaines et les Africains et Africaines ont participé à la formation de formes artistiques très nouvelles, en particulier le baroque, voilà, au XVIIIe siècle, enfin, etc., etc. Voilà. Donc c'est un livre qui a, c'est un livre Covid, hein, c'est un livre qui s'est fait par des réunions Zoom d'abord, et puis qui a été travaillé de cette façon-là pour arriver à produire un livre qui traite de l'histoire de l'Afrique dans le monde et du monde en Afrique depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Il y a une notion sous-jacente là qu'on entend tout de suite, c'est la pluridisciplinarité. J'ai l'impression qu'on ne peut pas être historien de l'Afrique sans prendre en compte immédiatement et presque obligatoirement justement cette nécessité de travailler en lien avec l'ensemble des sciences sociales. Absolument. Alors ça, vous savez, c'est effectivement l'un de mes leitmotifs, c'est-à-dire que être historien de l'Afrique ne peut pas se résumer à travailler uniquement avec la documentation écrite qui existe. Contrairement à ce qu'on peut croire parfois, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas d'écrit à propos des sociétés africaines, et ce n'est pas vrai non plus de dire qu'il n'y a pas d'écrit produit par des sociétés africaines, mais cette documentation, en tout cas pour les périodes antérieures à 2 siècles avant nous, est souvent plus rare qu'elle ne l'est pour d'autres régions du monde. Et par conséquent, il faut faire appel lorsqu'on est historien, c'est-à-dire lorsqu'on est spécialiste du passé. C'est tout simplement ça que ça veut dire, être historien. On ne peut pas ne pas faire appel à d'autres documentations qui sont d'autres natures. C'est ce que j'ai beaucoup fait, comme vous le savez, dans le Rhinocéros d'or, c'est-à-dire faire appel à des traces archéologiques qui peuvent être des sites enfouis, qui peuvent être des objets issus de pillages et puis retrouvés, qui peuvent être parfois un tout petit, une monnaie, etc. Et puis travailler aussi avec les récits oraux, ce qu'on appelle parfois les traditions orales, et puis travailler encore avec toute une série d'autres formes de documentation, par exemple la linguistique comparée, par exemple la mythologie comparée, voilà. Tous ces vestiges, toutes ces traces du passé qui sont disponibles dans notre présent aujourd'hui, et que notre devoir est de collecter, d'éditer, et puis de travailler, de bricoler pour arriver à reconstruire des États disparus des sociétés africaines du passé. Et alors avant de revenir au défi que se pose à l'historien de l'Afrique, le choix que vous avez fait cependant, malgré, ou peut-être à côté de cette approche pluridisciplinaire, c'est quand même une approche chronologique, puisqu'on part de la préhistoire, avec vous d'ailleurs, un article signé avec François Bon, alors François Bon qui est préhistorien, archéologue et pas le romancier bien connu, et on arrive à la question les plus brûlantes aujourd'hui, celle des restitutions d'œuvres d'art, celle des réparations, on pourra en parler plus tard. Pourquoi justement ce choix de l'approche chronologique? Pourquoi il vous a paru avec Anne Lafont pertinent? Parce que c'est toujours bon de rappeler que l'Afrique a une histoire très longue. L'Afrique n'a pas une histoire qui commence avec la colonisation ou avec la décolonisation. Bon. Et les sociétés africaines ont par définition une histoire. Enfin, personne n'en doute, je suppose, dans cette salle, même si ça arrive que dans la société, des gens en doutent. Mais toutes les sociétés africaines ont évidemment une histoire. La question qui se pose, c'est celle de la documentation disponible pour retracer cette histoire. Alors, à vrai dire, la question ne s'est même pas posée. Il fallait, pour adresser cette question, il fallait partir de très très loin. Il fallait partir de très très loin, par conséquent, il fallait partir de la préhistoire pour arriver à rendre compte de tout ce qui est histoire
en Afrique. Et tout est histoire en Afrique. Tout est histoire partout, mais tout est histoire aussi en Afrique. Pensez à une chose. Pensez à ce que signifie la très très grande diversité culturelle de l'Afrique. Formidable diversité culturelle. Il y a aussi des gens dans la société qui croient que l'africain est une langue. Non, non. En Afrique sont parlées plus de 2500 langues. C'est un, si je puis dire, un réservoir linguistique absolument exceptionnel et à peu près unique sur Terre. Bon. Comparons ça, si vous voulez bien, avec la relative pauvreté linguistique de l'Europe, même si on a raison d'en être fier de notre diversité linguistique en Europe, néanmoins elle est comparativement relativement pauvre, cette diversité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette très très grande diversité linguistique de l'Afrique? Ça veut dire que pour arriver à produire de la diversité, il faut qu'il y ait des processus en marche qui soient des processus de diversification. Les langues, elles s'engendrent les unes les autres, exactement comme le bas latin a engendré le français, l'italien, l'espagnol, le portugais, le roumain, le romanche, etc. Bon. Donc une diversité de langues, ça n'est pas autre chose que le produit dans l'histoire d'une diversification de très très longue durée. Et lorsqu'on travaille avec des langues actuelles, par définition, ou lorsqu'on travaille avec parfois des témoins linguistiques plus anciens, préservés par l'écrit, comme le latin par exemple, qui n'est plus parlé aujourd'hui, est préservé par l'écrit. On a de la même façon en Afrique des langues préservées par des traces écrites. Lorsqu'on travaille avec ça, on peut reconstituer des langues disparues. Et on peut reconstituer des étages de langues disparues, en partant des plus hauts étages et puis en descendant vers le bas, en reconstituant des langues disparues depuis encore plus longtemps. On peut donc reconstituer en quelque sorte des arbres généalogiques de langues. Et ces arbres généalogiques de langues, quand on a la chance de travailler avec 2500 langues, ces arbres généalogiques de langues s'enfoncent très très loin dans la préhistoire. On peut aujourd'hui, en travaillant ces langues-là, arriver à reconstituer des états de langues qui remontent à au moins 10 000 ans avant le présent. Et on peut faire ça de plein de façons. On peut faire ça avec d'autres documentations. On peut faire ça avec la mythologie. On peut faire ça... c'est l'une des choses que j'aborde dans le premier chapitre, celui que j'ai coécrit avec mon collègue de Toulouse, François Bon. On peut montrer, par exemple, que l'un des mythes les plus répandus sur Terre, qui est le mythe de l'émergence de l'humanité, c'est-à-dire qu'un mythe qui raconte que les humains sont sortis de Terre. Ce mythe a une distribution spatiale sur tous les continents, qui prouve que ce mythe a une origine qui remonte au moment africain de l'unité de l'humanité moderne. Donc il y a environ 90 000 ou 120 000 ans. Bon. C'est-à-dire que ce mythe était déjà raconté, sous une forme qu'on ne peut pas dire, parce qu'on n'a pas la langue qui va avec, mais ce mythe était déjà raconté de cette façon-là chez nos ancêtres Homo sapiens, voilà, avant leur sortie d'Afrique. Voilà. Donc ça a du sens de travailler cette matière de l'histoire, de travailler cette documentation qui n'est pas que écrite, une fois de plus, hein, et de montrer qu'elle s'inscrit dans une historicité très très longue. Vous venez de parler de la question des origines, et justement dans ce chapitre, avec François Bon, vous nous mettez en garde contre les dangers que recèle une certaine fascination pour la question des origines africaines de l'humanité. Oui, les origines, d'une certaine façon, c'est tout le contraire de l'histoire. C'est-à-dire que, bon, c'est pas inintéressant les origines, hein, c'est-à-dire que, mais dans la façon que nous pouvons avoir de rechercher l'origine de phénomènes, on oublie souvent quelque chose qui est tout ce qui s'est passé entre l'origine et le présent. Et c'est ce qui nous arrive toutes et tous lorsqu'on pense origine de l'humanité en Afrique. D'abord parce qu'on oublie que
il n'y a pas qu'une origine, il y en a eu plusieurs. C'est-à-dire que c'est plusieurs fois que les humanités successives, la nôtre en dernier lieu, c'est-à-dire celle des Homo sapiens que nous sommes toutes et tous, hein, il y a 90 000 ou 120 000 ans, mais avant ça, d'autres humanités sont sorties d'Afrique. Donc il y a eu plusieurs berceaux. Plusieurs fois, l'Afrique a été le berceau. Et puis, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit, rappelons que nous autres, humaines et humains modernes, descendons tous du berceau africain, quelque chose pourrait nous laisser croire dans un coin de notre cerveau que c'est à partir de ce moment-là que tout est devenu intéressant dans le reste de la Terre. En oubliant que l'histoire s'est continuée en Afrique, évidemment. Bon, non seulement des humains sont sortis d'Afrique, mais beaucoup y sont restés. Et l'histoire s'est continuée, avec des processus très très longs de diversification des formes sociales, de l'économie, de l'adoption ou pas d'innovation technique, économique, alimentaire, ou que sais-je encore, l'adoption d'animaux domestiques, la domestication de plantes et d'animaux en Afrique, l'invention de métallurgie en Afrique, la diversification des langues, évidemment, la diversification en Afrique aussi des formes d'organisation sociale ou des formes d'organisation du pouvoir. Parce que là aussi, nous peinons à imaginer ce qu'est la formidable diversité des sociétés africaines sous cet angle-là. Nous sommes, vu d'Europe, habitués à penser que toutes les sociétés s'organisent de façon pyramidale, avec au sommet un roi ou un président ou un empereur ou que sais-je encore, et puis en dessous des gens, des sujets ou des citoyens plus ou moins disciplinés et qui appartiennent à un territoire plus délimité, qui est jointif lui-même à un autre territoire peuplé d'une autre population qui elle-même s'organise avec à sa tête un pouvoir. Mais ça, c'est une forme qui est effectivement la forme commune en Europe, mais c'est une forme elle-même qui a une histoire, et une histoire d'homogénéisation, une histoire qui a beaucoup simplifié, qui a beaucoup absorbé d'autres sociétés, qui a beaucoup éliminé d'autres sociétés, et qui s'est simplifiée. En Afrique, on n'observe pas à travers l'histoire ce phénomène de simplification, ce phénomène d'homogénéisation des formes culturelles, des rapports de pouvoir, du système économique, des religions ou des langues. En Afrique, on observe au contraire quelque chose de tout à fait fascinant, c'est que c'est la fabrique de la diversité, cette diversification dont je parlais, et la cohabitation, souvent à des tout petites échelles, de plein de formes d'organisation du pouvoir ou de plein de langues, ou etc. Pensons à l'Éthiopie. L'Éthiopie, où 80-90 langues sont parlées aujourd'hui, plusieurs familles de langues, ou plusieurs, ou même, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait reconstituer les arbres généalogiques. De ça, on peut tirer des familles, il y a des familles de langues. Et puis au-dessus encore des familles, les familles elles-mêmes dérivent de langues plus anciennes qui ont donné plusieurs familles, et ces grands groupements de langues, plusieurs d'entre eux cohabitent en Éthiopie. Ça veut dire qu'en Éthiopie, un formidable processus de cohabitation des langues s'est développé et s'est conservé à travers les dizaines de millénaires, à travers les millénaires et à travers les siècles, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, ça fait d'abord c'est extrêmement intéressant, et puis en outre ça interroge sur la singularité de ce qui s'est passé en Afrique, pourquoi ça s'est passé comme ça, et puis ça interroge en retour sur pourquoi ça ne s'est pas passé comme ça dans d'autres régions du monde. C'est pourquoi vous citiez tout à l'heure en introduction cette phrase où je dis « on pense mieux l'histoire quand on y intègre l'histoire de l'Afrique ». On pense mieux les processus historiques
qui ont affecté toutes les sociétés de la Terre lorsque on pense depuis la singularité des sociétés africaines. Oui, parce que dans le même chapitre, d'ailleurs, vous nous avertissez, vous nous remettez en garde sur un autre risque, celle de la fétichisation de la différence africaine, qui serait tout aussi mortifère que la non prise en compte de la richesse et de la diversité. Absolument, absolument. Alors, on tombe assez facilement d'un piège dans un autre, c'est-à-dire que depuis un quart d'heure, je vous dis, pensons diversité. Mais attention, l'autre risque, c'est effectivement de fétichiser cette diversité et de voir en Afrique quelque chose comme un kaléidoscope. Bon. C'est un autre risque qui nous menace tous, c'est-à-dire que ce risque-là est souvent ce qui nous émerveille lorsqu'on visite un musée d'art ou d'ethnographie africain et où l'on voit vous voyez, des objets d'art, chacun d'entre eux dans une vitrine, chacun d'entre eux labellisé du nom d'une ethnie, hein, laquelle ethnie est censée en quelque sorte être un groupe homogène appartenant à son terroir africain, immobile à travers le temps, c'est-à-dire comme si ce groupe avait toujours produit les mêmes cuillères ou les mêmes statues depuis des temps immémoriaux. Bon. Ben non. Non, pas plus que les Français, les Italiens ou que sais-je encore. Non. Chacun de ces groupes qu'on appelle ethnies, qu'on a envie de penser parfois comme une espèce de petites sociétés figées, a une histoire. Voilà, a une histoire. Et donc là aussi, il est important de se prévenir contre ce cliché, voilà, du scintillement de la diversité. Et chacun de ces groupes est d'ailleurs composé d'individus qui eux-mêmes ont une histoire, et c'est un des points communs de tous vos travaux, c'est de replacer l'individu dans toute son inventivité, dans toute son, comment on dit, agentivité. On dit exactement comme ça, on dit agentivité. Voilà, un mot qui parfois peut faire peur parce que le mot étant en quelque sorte retraduit depuis l'anglais américain, on a envie de penser que c'est une espèce de mode un peu woke, bon, mais en fait pas du tout. Non, l'agentivité, ça veut tout simplement dire la faculté d'agir dans l'histoire. Bon. Et c'est un mot extrêmement simple. Enfin, je veux dire, si vous voulez, on a le droit de le remplacer par le mot complexité ou le mot, bon, ou ce qu'on veut. Mais ça veut dire simplement ça. C'est que, oui, je crois beaucoup à l'agentivité des sociétés d'abord, c'est-à-dire que les sociétés africaines ont eu une agentivité dans l'histoire, elles n'ont pas été que victimes, elles l'ont été à certains moments, certaines sociétés africaines ont été fortement victimes à certains moments, mais elles n'ont jamais lâché une faculté d'action dans l'histoire qu'on appelle de l'agentivité, et puis évidemment des individus. Voilà, on en parlera sans doute tout à l'heure, mais par exemple, j'en parle beaucoup dans Les Masques et la mosquée, donc ce livre issu de mon cours du Collège de France sur le Mali. Voilà, il y a des individus qui sont restés dans l'histoire, de formidables présences, comme le sultan Moussa au XIVe siècle, son frère Souleymane 3 décennies plus tard, le personnage qui s'appelle Soundiata un siècle plus tôt, etc. Voilà des personnages qui étaient véritablement dotés d'une action dans l'histoire et d'intention dans l'histoire. Bon. Et on le voit très très bien, par exemple, avec le sultan Moussa, qui musulman de son État, voilà, pratique le pèlerinage à la Mecque en traversant le Sahara, en faisant halte au Caire, en se rendant ensuite au lieu saint d'Arabie, de l'islam en Arabie, et puis en revenant. Voilà, il y a chacune de ces étapes, chacune des étapes fortes, notamment au Caire, on entend des fragments du discours de Moussa, un discours politique, un discours puissamment politique. C'est pas du tout un nul politique, c'est pas du tout une victime politique, Moussa. C'est un véritable acteur qui véhicule des intentions, qui fait passer des messages, qui fait passer ce qu'on appelle en politique des éléments de langage qui ont été travaillés. Et donc cette agentivité, il faut la retrouver. Et c'est pas toujours facile de la retrouver parce que les sources qui sont à notre disposition ont tendance à occulter
à effacer cette agentivité. Pourquoi ça? Simplement parce que les témoignages sont très filtrés. C'est-à-dire que, par exemple, tous les discours de Maliens, en général, au XIVe siècle, sont toujours des discours qui ont été répercutés par d'autres témoins, par exemple des témoins arabes ou égyptiens de langue arabe. Et puis parfois, filtrés, recopiés, transmis, etc. Bon. Et donc évidemment, quand ces témoignages nous arrivent, ils arrivent très aplatis. Vous voyez, bon, et il faut retravailler ces textes. Il faut, pour arriver à retrouver dans ces textes des intentions. Voilà. Et retrouver ces intentions est quelque chose de tout à fait fascinant, voilà, qui nous permettent de comprendre que beaucoup de choses que l'on croit savoir à propos du Mali est en fait le produit d'une intention de la part d'un sultan du XIVe siècle ou d'un clerc musulman malien du XIVe siècle. Puisqu'on en est à l'histoire du Mali, vous en dites une histoire du Mali dont nous ne savons pas, à quelques exceptions près, où il commence et où il s'arrête, ni dans l'espace, ni dans le temps, ni dans l'ethnicité de l'élite dominante, ni dans la souveraineté de sa dynastie régnante. Alors je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander qu'est-ce qu'on sait de l'histoire du Mali, on va l'aborder au fur et à mesure, mais d'abord on va préciser, quand on parle de l'empire du Mali, de quelle période parle-t-on et quelle zone géographique est-ce qu'on en sait aujourd'hui et quelle zone géographique recouvrait cet empire du Mali dont il faut tout de suite préciser qu'il y a un accent circonflexe sur le A. Alors oui, il n'y a pas de continuité entre le Mali du XIIIe, XIVe siècle et aujourd'hui. Bon. C'est-à-dire que quand le Soudan français colonisé est devenu indépendant, il a pris le nom de Mali qui était en quelque sorte disponible dans l'histoire, selon un processus tout à fait commun qui se rencontre dans plein de pays de la Terre et qui en Afrique se rencontre par exemple au Ghana ou au Zimbabwe, voilà, qui sont des noms de pays qui ont été repris au moment des indépendances. On pourrait donner toute une série d'exemples tout à fait similaires en Europe ou ailleurs. Donc pour le distinguer, on met comme en arabe un accent circonflexe sur le A, enfin un A long. Et alors, que sait-on du Mali? On sait plein de choses sur le Mali. Et il y a plein de choses qu'on ne sait pas aussi sur le Mali. Ce qu'on sait sur le Mali, c'est que c'était d'abord un véritable empire, c'est-à-dire avec un empereur ou sultan en arabe, qui à la fois exerçait sa souveraineté sur son peuple, et qui en même temps exerçait une souveraineté indirecte, une suzeraineté, voilà, sur d'autres formations politiques qui avaient conservé leur propre souverain et parfois leur propre organisation. Et parmi ces populations qui étaient sous la souveraineté du sultan du Mali, il y a à la fois des Soninké, par exemple, de l'ancien royaume du Ghana, qui avait été absorbé tout en conservant son autonomie. Par exemple, il y avait des sociétés berbères, par exemple à Oualata, actuelle Mauritanie, ou à Tombouctou, actuelle Mali, qui étaient elles aussi organisées de façon traditionnelle. Et les souverains traditionnels de ces sociétés payaient hommage au sultan du Mali. Donc véritablement une structure impériale. Sur un très vaste territoire, qui s'étendait à peu près de l'océan Atlantique, donc le Sénégal et la Gambie actuelle, les franges sud de la Mauritanie actuelle, tout l'ouest du Mali et jusque y compris la boucle, ce qu'on appelle la boucle du fleuve Niger, donc cette espèce de courbe que fait le Niger en se rapprochant du Sahara et puis en renonçant, en filant vers le sud. Donc les villes de Tombouctou, y compris Gao à certains moments, et puis vers le sud c'est plus flou. On ne sait pas trop, et en fait on ne sait pas trop parce que tout simplement la plupart des témoignages qu'on a sont des témoignages depuis le nord, sont des témoignages qui nous ont été laissés par des voyageurs arabes ou par des géographes ou des chroniqueurs arabes qui eux-mêmes n'ont jamais voyagé mais se sont renseignés auprès de gens qui avaient été des résidents du côté nord du Mali, c'est-à-dire que dans les villes
villes. Oualata était une ville, Tombouctou était une ville, Gao était une ville, dans les villes musulmanes de la frange nord du Mali. Alors, ça fait un très très vaste territoire dont Moussa lui-même, le grand sultan du XIVe siècle, fait en quelque sorte, lorsque quelqu'un lui pose la question au Caire, fait lui-même un inventaire territorial en nommant toutes les provinces, qu'on ne sait malheureusement pas toutes mettre sur une carte, en énonçant des distances qu'il exagère, parce qu'il faut savoir là aussi retrouver l'agentivité. Hein, c'est un souverain qui vient du sud du Sahara et qui répond à ses homologues, voilà, sur la question de savoir quelle est la taille de son empire. Bon, donc évidemment, puisque personne n'ira vérifier, il a tout intérêt à grossir la taille de l'empire. De la même façon qu'il a tout intérêt à mettre l'emphase sur sa richesse, hein, parce que, pas simplement pour se glorifier lui-même, mais parce que c'est une incitation aux marchands étrangers à venir s'approvisionner chez lui, notamment en or. Ça, c'est une chose qu'on sait du royaume du Mali, c'est que c'était l'un des principaux fournisseurs de l'or du monde islamique en général au Moyen-Âge, et donc plus largement que ça, au-delà du monde islamique, du monde méditerranéen. Dans la chronologie, tout n'est pas complètement clair non plus. C'est centré sur le XIIIe, XIVe, début XVe siècle. Au XIIIe siècle se forme l'Empire du Mali, sous la houlette d'un personnage qui s'appelle Soundiata. Et le XIVe siècle, c'est le grand siècle du Mali, avec deux règnes presque successifs, celui de Moussa d'abord, dans les années 1310-1330, et puis ensuite, après un petit interrègne, un deuxième règne très long de 25 ans, celui de son frère, Soulaïman. Bon. Donc ça fait un gros demi-siècle, et puis ensuite on a encore d'autres règnes plus accidentés, jusqu'à la fin du XIVe siècle. Et à partir de là, à partir du tout début du XVe siècle, on a beaucoup moins de sources sur l'Empire du Mali, sans doute parce que le Mali perd beaucoup de sa prééminence économique dans les régions du Sahel. Bon. Voilà, ça nous donne, et puis on ne sait pas très bien comment ça se délite ensuite. Les Portugais, à la fin du XVe, au milieu du XVe siècle ou à la fin du XVe siècle, qui commencent à naviguer sur la côte de l'océan Atlantique, nous donnent des témoignages qui attestent du fait que ça existe encore, quelque chose existe encore, mais beaucoup plus rétréci, etc. On peut repousser comme ça l'histoire du Mali jusqu'au XVIe siècle, si on veut, voire au XVIIe siècle, mais disons en gros, le moment véritablement impérial du Mali, c'est 13e, 14e siècle, et c'est le moment sur lequel on est le mieux renseigné. On sait beaucoup d'autres choses, on sait beaucoup de choses sur ces deux grands rois, que sont Moussa et Souleyman. Moussa parce qu'il a lui-même pris la peine de faire un grand voyage, qui était non seulement un pèlerinage, mais aussi un voyage diplomatique, mais aussi un voyage consistant à transporter, comme je disais tout à l'heure, des éléments de langage, hein, c'est-à-dire d'aller amener au Caire et à la Mecque une image de sa puissance. Donc il voyage avec des milliers de suivants, avec une armée, avec des esclaves, etc. Et puis il transporte avec lui un apparat royal tout à fait important. Il transporte des tonnes d'or qu'il dépense de façon somptuaire tout au long de son voyage, ce qui l'oblige du reste à réemprunter de l'argent au Caire avant de revenir chez lui, ce qui permet du reste à ses créanciers de venir ensuite au Mali pour récupérer leurs créances. On sait qu'il y avait une capitale très puissante, où pendant sans doute au moins 2 tiers de siècle, peut-être davantage, peut-être plus d'un siècle, se trouvait le siège du pouvoir, donc le palais du sultan, où résidaient également des marchands étrangers, donc des marchands essentiellement venus d'Afrique du Nord, du monde arabe, du monde islamique en général, du monde arabe en particulier, donc venus du Maroc, venus de Tunisie actuelle, venus d'Égypte, etc., et qui résidaient à demeure à la capitale. On le sait parce qu'on a plein de témoignages indirects de gens qui ont vécu
pendant 20 ans ou 30 ans ou 40 ans à la capitale du Mali et qui faisait commerce ou qui exerçait des dignités religieuses. Mais il y a des choses qu'on ne sait pas sur cette capitale, et par exemple, on ne sait pas où était cette capitale. Donc autant de choses très intéressantes. C'est-à-dire que je prends beaucoup l'image dans ce livre, Les masques et la mosquée, d'un puzzle. Mais un puzzle un peu particulier. Tout le monde a fait des puzzles, je suppose, dans sa vie, dans cette salle. Un puzzle un peu particulier, c'est un puzzle dont on n'a pas toutes les pièces. Il y a des trous. Bon. Un puzzle où il n'y a pas les marques des préformes sur le fond. Bon, ça, d'accord. Et un puzzle dont on ne connaît pas les bords non plus. Et puis un puzzle dont on n'a pas le modèle qui sert à le reconstituer. Donc ça fait quand même beaucoup de handicap sur un puzzle et c'est un défi. Voilà, c'est un défi historien que personnellement je trouve tout à fait excitant et absolument fascinant parce que ça nous oblige, nous autres historiennes et historiens du Mali et de l'Afrique en général, à être totalement honnête quand on remonte ce puzzle dans un livre ou dans un cours oral, voilà, comme au Collège de France. C'est-à-dire que je suis obligé de vous dire ce que j'essaye. Donc j'essaye de coller des pièces les unes aux autres. Et en faisant ça, je suis obligé de vous dire que certains avant moi ont essayé aussi déjà de coller ces pièces ou de les coller différemment les unes aux autres, parfois en forçant. C'est facile, ça, tout le monde a fait ça dans sa vie, de forcer les bords des pièces pour les faire... Mais si, ça rentre, tu vois bien. Mais non, ça rentre pas. Non, ça rentre pas. Bon. Et si ça rentre pas, il faut essayer autre chose. Si ça rentre pas, ça veut dire que la pièce que vous avez essayé de mettre là, en fait, non, elle va pas là du tout. Et parfois, vous avez un petit assemblage de pièces. Par exemple, la capitale du Mali, on a depuis longtemps un très bel assemblage de pièces qui nous montre qu'on a un palais, qui nous montre qu'on a une mosquée, qui nous montre qu'on a un quartier où habitent les résidents étrangers. On peut aller à pied assez facilement du quartier des étrangers au palais. À côté du palais, il y a une mosquée à ciel ouvert où ont lieu des cérémonies. Et puis, certains jours, des cérémonies musulmanes ont lieu dans cette moussala, enfin c'est une mosquée ouverte, c'est bon. Et puis les mêmes jours, l'après-midi, on se déplace de quelques dizaines de mètres, et puis d'autres cérémonies, cette fois païennes, ont lieu. On a bougé, hein, mais peut-être de 50 mètres, et on est toujours devant le palais, et là d'autres cérémonies ont lieu qui font intervenir des masques. Bon. On est capable de dire beaucoup de choses. On est donc capable de coller plusieurs pièces, d'avoir un petit paquet de pièces qui collent très très bien les unes aux autres sur la topographie de la capitale. Mais la géographie de la capitale, à savoir où est-ce qu'il faut poser ce petit paquet de 3-4 pièces qui vont bien ensemble, on n'est pas fichu de le dire. Alors, j'apporte moi une hypothèse dans le livre que je crois plus crédible que celles qui ont été apportées jusqu'à présent, mais qui néanmoins m'oblige quand même à le poser comme une hypothèse et par conséquent à faire en quelque sorte en direct les essais, les ratages, les démontages, les réessais, voilà, devant le public. Et qui reste à être vérifié sur le terrain en plus. Et qui reste à être vérifié. Là, c'était une chose que j'avais envisagé de faire, c'est-à-dire après mon cours, après avoir présenté les 6 séances et 6 chapitres de ce livre, d'avoir présenté dans la dernière séance, qui est le dernier chapitre du livre, l'hypothèse de localisation, que je localise au Mali actuel, ce qui n'était pas le cas de l'hypothèse principale qui prévalait jusqu'à présent, qui situait la capitale en Guinée. Et donc, après avoir posé cette hypothèse, j'avais envisagé de me rendre au Mali et puis de pouvoir continuer dans le cours de cette année en présentant le résultat, voilà, réussi ou raté, hein, de l'enquête de terrain. Puis malheureusement, ça n'a pas du tout été possible de me rendre au Mali. Mais vous avez évoqué toutes les contraintes qui s'imposent à l'historien qui se penche sur l'histoire de l'Empire du Mali, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, mais vous en avez oublié une, c'est d'ailleurs une contrainte que vous évoquez dès le début du livre, c'est tout ce qu'on croit savoir. C'est-à-dire tous les faux savoirs, savoir généralement partagé, commun, populaire, qu'on croit avoir sur l'histoire des sociétés africaines et qui en fait est un terrible voile entre
nous-mêmes et la connaissance de ces sociétés. Oui, parce que c'est une chose qui est intéressante. Alors, quand je me suis posé la question de savoir comment j'allais débuter mon cours sur le Mali, la façon commune, si vous voulez, qui serait celle d'un historien, d'une historienne voulant aborder un sujet comme celui-là, serait de dire, bon ben, voilà, je commence dans la première séance par brosser un tableau de ce qu'on sait. Et puis, sur la base de ce tableau de ce qu'on sait, ensuite, moi, je vais élaborer, apporter de nouvelles choses, réexaminer les sources arabes, réexaminer la documentation archéologique, et puis, à partir de là, voilà, poser de nouvelles hypothèses, en quelque sorte, voilà, accumuler des connaissances sur un état partagé de connaissances. Et puis, en fait, ça s'est avéré tout à fait impossible parce qu'il n'y a pas de connaissances partagées sur le royaume du Mali. Et je m'en suis rendu compte en lisant tout simplement la notice Wikipédia sur l'Empire du Mali. Et si vous voulez, ce que fait chacune ou chacun de nous lorsqu'on a envie de savoir, même en gros, quelque chose sur un royaume médiéval, on va sur la notice Wikipédia. On n'a pas forcément une pleine confiance dans le truc, on peut se dire que dans le détail, ça peut être faux, bon, mais globalement, l'essentiel doit être vrai. C'est-à-dire que c'est pas possible que ça ne soit pas vrai sur le nom des batailles, l'emplacement des villes, bon, la généalogie, etc. Et en fait, si, c'est possible que ce soit pas vrai. C'est-à-dire que voilà. Donc en fait, j'ai été obligé de commencer ma première séance, qui est en fait devenue le premier chapitre, en défaisant la notice Wikipédia de l'Empire du Mali. C'est-à-dire, en fait, pour reprendre ma métaphore du puzzle, de défaire un puzzle. Défaire un puzzle qui avait été fait par des rédacteurs successifs de la notice Wikipédia. Ce qui interroge, qui pose une question qui est, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que, au sujet de l'histoire de l'Afrique, il y a possibilité qu'une notice Wikipédia qui est censée être la synthèse de plein d'interventions anonymes de rédacteurs voilà, bien intentionnés qui s'appuient sur des connaissances disponibles. Alors, pourquoi est-ce que tout ou à peu près peut être faux ? Mais parce que c'est le cas. Tout ou à peu près est faux. Bon. C'est-à-dire que parfois des personnages n'ont jamais existé, parfois des dates sont arbitrairement fixées à une année, alors qu'en fait, on ne sait pas si c'est pas 5 ans avant ou 15 ans après. Parfois, des filiations sont des possibilités, entre les personnages sont des possibilités, mais ne sont pas tout à fait assurées. Parfois, différentes hypothèses sont concurrentes, parfois, etc. Bon. Et donc, en défaisant ce puzzle, j'ai travaillé sur cette question qui est de savoir pourquoi. Bon. Et en fait, la réponse, elle est intéressante. Elle tient au fait qu'il y a peu d'historiens et d'historiennes de l'Afrique ancienne dans le monde. Bon. Il y en a peu. Il y en a peu en Afrique, il y en a peu en Europe, il y en a peu aux États-Unis. On est un petit milieu académique. Et ce petit milieu académique, même s'il fait de son mieux depuis des décennies, il n'a pas réussi à produire suffisamment d'ouvrages et de références qui soient disponibles de façon courante pour alimenter les savoirs communs. Et c'est là qu'il faut comprendre comment fonctionne une notice Wikipédia. C'est-à-dire qu'il y a des règles. Hein, tout le monde, vous pouvez, chacun de nous peut intervenir en allant changer des trucs, mais pour ça, il faut s'appuyer sur ce que Wikipédia appelle, sur le protocole de Wikipédia, sur ce qu'ils appellent des sources. Or, les sources pour Wikipédia, c'est pas ce que les historiens appellent des sources. Les sources pour Wikipédia, c'est ce qui est disponible en ligne. Mais ce qui est disponible en ligne, c'est pas forcément l'état de la recherche. C'est déjà pas forcément l'état de la recherche en général si on parle, je sais pas moi, du royaume de France au XIVe siècle. Bon, mais c'est à coup sûr pas l'état de la recherche si on parle d'un domaine qui est un domaine dans lequel il y a très peu de spécialistes. Et ça a un effet qui est que dans cette notice Wikipédia sont mobilisés, par définition,
des savoirs qui sont qui sont disponibles en ligne, mais qui sont parfois disponibles en ligne depuis 50 ans, 70 ans, 100 ans ou 120 ans. C'est-à-dire pour beaucoup d'entre eux ont été produits dans un contexte colonial. Voilà. Et puis qui, pour beaucoup d'entre eux, ont été depuis très longtemps révisés ou périmés. Et alors que les savoirs les plus récents, et par les plus récents, je veux dire par là, depuis 50 ans, c'est pas non plus très très récent, hein, sont à peu près absents des références utilisées par les contributeurs de Wikipédia. Donc voilà, il y a cet effet pervers hein, qui est de favoriser des états de connaissances très très vieux sur le royaume du Mali, au détriment de tout le savoir accumulé par des historiens et historiennes maliennes, français, américains, hollandais, etc., depuis 50 ans ou 70 ans. Et d'où l'importance de votre passage au Collège de France et de votre nomination au Collège de France qui permet justement de rendre commun un savoir qui, au départ, n'est qu'académique. Alors, voilà, ça sert à ça. C'est-à-dire que, oui, vous disiez tout à l'heure que c'est la première fois qu'une chaire d'histoire de l'Afrique est au Collège de France. C'est tout à fait exact. L'Afrique n'avait pas été absente. Hein. Il y avait eu, peut-être que certains ou certaines d'entre vous connaissent Françoise Héritier, voilà, qui était ethnologue, qui a été professeur au Collège de France. Mais effectivement, une histoire de l'Afrique, c'est la première fois. Et effectivement, c'est une nécessité pour que les savoirs sur l'histoire de l'Afrique soient mieux disponibles. Voilà, le Collège de France peut servir à ça, à la fois pour que moi je puisse faire des cours, présenter mes recherches, mais aussi pour présenter toutes les recherches qui sont faites par d'autres que moi sur des sujets, ou alors, dans le cadre de mon séminaire, pour inviter des chercheurs et des chercheuses venus de plein de pays sur des sujets dont je ne suis pas spécialiste. Donc oui, le Collège de France sert à ça, à rendre davantage disponible, à rendre mieux disponibles des connaissances sur l'Afrique. Et je dirais que ça fonctionne. C'est-à-dire que, d'abord, ça fonctionne parce que je le vois aux centaines ou aux milliers d'emails que je reçois de gens qui écoutent mes cours ou qui qui écoutent ou qui assistent ou qui écoutent les cours, puisque je le précise, mais les cours sont disponibles gratuitement en vidéo et en podcast sur le site du Collège de France. Ils sont aussi retransmis sur France Culture, également en podcast. Mais ça fonctionne aussi parce que voilà, on en voit d'autres effets. Peut-être certaines ou certains d'entre vous savent-ils que pour la première fois, une question sur l'histoire de l'Afrique a été mise au programme du concours de l'agrégation d'histoire. Alors ça dit peut-être pas grand-chose à beaucoup d'entre vous, mais l'agrégation d'histoire, c'est le concours national que doivent passer celles et ceux qui se destinent à devenir professeurs du secondaire. Et donc, pour ça, il y a un concours, et dans le concours, il y a un programme qui est divisé en 4 grandes périodes, antique, médiévale, moderne, contemporaine. Et la question contemporaine cette année et l'année prochaine, c'est une question sur les sociétés africaines. Voilà. Et c'est une très belle grande première, parce que ça veut dire que des foules d'étudiantes et d'étudiants vont en passer par l'apprentissage de savoir sur les sociétés africaines et vont eux-mêmes être capables de transmettre ces connaissances à d'autres générations. Voilà. Je pense qu'il y a dans ce travail-là, comme dans des événements de ce type-là, à l'Agora des Savoirs, il y a une volonté, voilà, de mise à disposition de connaissances nécessaires pour notre société, d'autant que notre société, nous le savons toutes et tous, a même des parts africaines en elle. Et s'il y a bien quelqu'un qui gagne à être connu, c'est ce fameux Moussa, sur lequel on peut revenir encore un bref instant. Parce que il y a toute une partie de votre livre, Les masques et la mosquée, qui est consacrée à son extraordinaire inventivité et génie politique, et cela passe par un récit qu'il fait, un récit de légitimation du pouvoir, celui de
disparition en mer de son prédécesseur, vous consacrez une grande partie du livre à analyser ce récit de Moussa. Est-ce que vous pourriez nous... Oui, alors, génie politique, c'est le bon terme. C'était un véritable génie politique qui avait parfaitement compris, qui avait en quelque sorte, alors qui avait une double casquette. Il était à la fois sultan musulman. Sultan, c'est une dignité musulmane. Donc sultan, il était aussi mansa, c'est-à-dire il était aussi roi traditionnel. Bon. Ça explique beaucoup de choses, en particulier son double rôle, à la fois comme celui au nom de qui est prononcée la prière à la mosquée et celui qui préside les cérémonies des masques les mêmes jours. Et personne ne trouvait à redire à ça, parce que c'était lui le patron à la capitale. Et personne n'avait conquis le Mali depuis l'extérieur, personne n'avait imposé une norme religieuse ou politique ou autre depuis l'extérieur. Et ce personnage, ce Moussa, donc, je l'ai dit tout à l'heure, en 1324, entreprend le pèlerinage. Il part de sa capitale, et dont on ne sait pas où elle était, mais bon, il passe ensuite par des villes dont on sait où elles étaient. Il passe par Tombouctou, il passe par Gao, et puis il file un peu vers l'est, certainement dans le coin du Niger actuel, et puis là il traverse le Sahara par des localités qui existent encore dans l'extrême est de l'Algérie et l'extrême ouest de la Libye actuelle. Et puis il rejoint la Tripolitaine. Et puis là, en longeant la côte, il arrive en Égypte. Et puis ce voyage prévoit la halte en Égypte. Hein. Et c'est un très très long périple. Hein. C'est un périple de 10 000 km aller-retour. C'est pas rien du tout. Ça se fait d'ailleurs en 1 an et demi ou 2 ans, l'aller-retour. Et on a des témoignages sur différents épisodes qui se passent ici ou là. Et on a beaucoup de témoignages sur ce qui se passe au Caire, en Égypte. On a beaucoup de témoignages parce que là, la caravane des Maliens du Hajj, donc pour le pèlerinage, est arrivée un petit peu en avance, c'est normal, et puis elle se pose dans le quartier de la Carafa, dans le sud du Caire, et puis elle se pose et elle attend le départ de la caravane officielle conduite au nom du sultan Mamelouk d'Égypte, qui accompagnera tous les musulmans d'Égypte et d'Afrique, voilà, vers le Sinaï, et puis ensuite le long des côtes de la péninsule arabique jusqu'à Médine et à la Mecque. Donc il se passe là un temps durant lequel les Maliens attendent. Ils n'attendent pas en se croisant les pouces, ils attendent en se livrant à de véritables démonstrations politiques. D'abord de richesse, en dépensant beaucoup d'or. Ils sont venus avec des tonnes d'or, ils dépensent beaucoup d'or, ils achètent, ils donnent beaucoup d'aumônes. C'est une vertu tout à fait cardinale en islam de donner beaucoup d'aumônes. D'ailleurs, tous les témoignages nous disent que ce sultan Moussa est un très très bon musulman, qui tout à fait ostentatoire dans ses aumônes, tout à fait pieux, etc. Bon. Donc tous les témoignages sont très 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 positifs. Il donne beaucoup d'argent, non seulement dans ses acquisitions, mais il donne beaucoup d'argent aussi à des dignitaires mamelouks, qui évidemment laissent des témoignages du coup très très enthousiasmants sur le personnage de Moussa. Et puis il rencontre des dignitaires de la cour mamelouk. Et sans doute à l'instigation du sultan Mamelouk lui-même, qui veut en savoir un petit peu plus sur ce sultan Moussa qui arrive du sud du Sahara. Et on a des témoignages. On a des témoignages parce que des chroniqueurs du moment arabes en Égypte ont transcrit, ont donné des transcriptions de ces interviews, et puis aussi parce qu'un chroniqueur un tout petit peu plus tardif, 15 ans plus tard, un Al-Oumari, a entrepris une véritable enquête auprès de tous ceux qui avaient rencontré Moussa. Il se livre à une véritable investigation journalistique. Il rencontre tous les dignitaires qui ont rencontré Moussa 15 ans auparavant. Et il nous retranscrit, parfois verbatim, le souvenir que ces gens ont eu de leurs entretiens avec Moussa. C'est là qu'on apprend plein de choses. On apprend plein de choses sur l'état politique du Mali. On apprend plein de choses sur le territoire, on apprend plein de choses sur l'organisation, on apprend plein de choses sur la place de l'islam, on apprend plein de choses
sur l'origine de l'or, enfin bref, on apprend plein de choses. Mais ne perdons pas de vue que tout ce qu'on apprend, c'est ce que Moussa, dans un contexte absolument officiel, a bien voulu transmettre à des gens qui sont des dignitaires, qui sont des dignitaires du pays hôte, du pays qui le reçoit. Donc on ne peut pas négliger, on n'a pas le droit de négliger que dans ce discours-là, on a affaire à un langage diplomatique fortement codé, exactement comme le langage diplomatique d'aujourd'hui. Et parmi ces discours qui nous sont transmis jusqu'à aujourd'hui, on a un récit absolument fascinant, dont j'avais déjà un peu parlé dans le Rhinocéros d'or, mais que je reprends là beaucoup plus en détail, dans lequel Moussa répond à la question « Comment êtes-vous arrivé au pouvoir ?» Et là, Moussa se livre à un discours totalement génial. Il ne raconte pas du tout comment il est arrivé au pouvoir. Il raconte ce qu'a fait son prédécesseur. Et il nous dit que son prédécesseur aurait, intéressé par le fait de savoir ce qu'il y avait de l'autre côté de l'océan, aurait armé une première expédition de navires, aurait envoyé cette expédition, dont un seul bateau serait revenu en disant « c'est pas possible, tous les autres se sont perdus, je reviens, je suis seul », etc. Et ce même sultan, prédécesseur de Moussa, ne veut pas l'entendre et arme une nouvelle expédition, la moitié chargée d'or, la moitié chargée d'hommes, et il part avec. Et ils partent et on n'entend plus jamais parler. Et le récit se termine par « et ainsi, j'arrivais au pouvoir ». Alors, il y a plusieurs façons d'interpréter cette histoire. En fait, il y a plein de façons d'interpréter cette histoire. On peut prendre cette histoire au mot. Et on peut voir dans cette histoire une tentative d'expédition en mer. Bon. Et beaucoup de gens l'ont fait. Bon, et pourquoi pas? C'est tout à fait respectable. On peut parfaitement prendre ce récit au mot. On peut aussi, et c'est ce que je fais, prendre ce récit comme une métaphore politique, comme en quelque sorte des éléments de langage qui nous raconte que le prédécesseur de Moussa, en quelque sorte pénétré d'une ivresse de pouvoir, a tenté une expédition tout à fait déraisonnable dans laquelle il est mort, dans laquelle il a échoué. C'est cet échec qui est intéressant, parce que cet échec est le succès de Moussa. Et Moussa n'a pas besoin d'en dire plus. Il n'a pas besoin de nous dire comment il est arrivé au pouvoir. Il suffit en quelque sorte qu'il ait été là pour que son pouvoir soit légitimé. C'est d'autant plus intéressant que Moussa vient lui-même, au moment où il raconte cette histoire, de faire une traversée. La traversée du Sahara. D'autant plus risquée, aussi risquée, au moins aussi risquée qu'une traversée océanique, mais qui, elle, a réussi, puisqu'il est arrivé au Caire. Et en outre, non pas pénétré d'ivresse ou d'hubris, mais destiné à une vocation de piété. C'est pour faire le pèlerinage musulman. Bon. Donc on peut la lire comme ça, cette histoire. On peut la lire comme une allégorie politique qui témoigne, qui met en relief les vertus musulmanes de Moussa au moment où il raconte son récit. Et puis on a beaucoup d'autres choses dans ce récit. Il y a évidemment le fait que cette traversée réussie par Moussa est en quelque sorte un écho politique d'un personnage biblique présent également dans le Coran, qui lui aussi fait des traversées de la mer Rouge, ou fait une traversée du Nil, qui est Moïse. Bon. On ne peut pas ne pas noter non plus, je ne sais pas comment ça m'avait échappé jusque-là, mais je le dis dans ce même chapitre, c'est que Moussa, c'est le nom arabe de Moïse. Bon. Et qu'on a là toute une série d'allusions coraniques, voilà, de signes de piété,
qui laisse supposer très très fortement que ce récit, il ne faut pas forcément le lire au pied de la lettre, et que même si cette expédition a eu lieu, ou que d'ailleurs elle n'ait pas eu lieu, elle est transformée dans ce récit en une allégorie politique, en fait en des éléments de langage. Alors on resterait encore bien longtemps dans l'Empire du Mali et à explorer son histoire, mais l'heure tourne et il faudra aussi qu'on puisse prendre des questions du public. Une question quand même sur le rhinocéros d'or, puisque vous étiez venu le présenter il y a presque 10 ans maintenant, ce livre qui est devenu un classique. Vous avez choisi aujourd'hui de le republier chez Talandier dans une édition revue et augmentée. Alors évidemment, je vais vous poser simplement la question de qu'est-ce qui a évolué ces 10 dernières années. Est-ce que la science des sociétés africaines a évolué à tel point que finalement il était nécessaire de remettre à jour ce rhinocéros d'or? Est-ce qu'on peut déjà prendre rendez-vous dans 10 ans pour un état réactualisé des savoirs? Alors ça, je ne sais pas. Ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas facile de rééditer son propre ouvrage 9 ans après, lorsque cet ouvrage est devenu effectivement un classique et qu'il est enseigné dans plein d'endroits, etc. C'est pas facile parce que d'abord la destinée du livre m'a échappé, bon, et que c'est jamais, voilà, et qu'il y a un risque. Enfin, il y a toujours un risque, voilà, à rééditer un livre de cette façon-là. Beaucoup d'historiens ou d'historiennes se contenteraient en quelque sorte de le rééditer avec une nouvelle préface en disant bon ben voilà, ce livre est dans son jus d'il y a 10 ans, voilà, et il n'intéressera que ceux qui ne l'ont pas déjà lu. Et puis je mets une nouvelle préface. Bon. Ce qui m'a intéressé, moi, c'était de continuer à faire ce que j'avais déjà fait dans ce livre, c'est-à-dire c'était de montrer que la recherche, elle continue de marcher. Elle continue de marcher, elle continue de se faire. Elle a un rythme. Ce rythme, il suppose des avancées, il suppose des ratages. Tout à l'heure, monsieur le maire disait il faut respecter le travail académique. Mais oui, parce que respecter le travail académique, ça veut dire le respecter dans son rythme, dans ses exigences, dans ses complexités, dans sa logistique, dans les soucis que ça pose. Et en particulier parce qu'on ne trouve pas toujours, et on ne trouve pas toujours au moment où les gens voudraient qu'on trouve. Bon. Et j'insiste sur ça parce que vos impôts, les miens aussi, enfin vos impôts, servent à payer nos salaires et la recherche, cette recherche patiente qui suppose, oui, toujours des phases d'attente, qui suppose toujours des hypothèses, qui suppose toujours des ratages. J'ai souvent raconté, notamment dans ma leçon inaugurale au Collège de France, comment la découverte de plusieurs villes en Éthiopie, villes musulmanes du XIVe siècle en Éthiopie, avait fait suite à des années et des années de ratage complet. C'est-à-dire d'aller chercher dans le mauvais endroit. Mais vous ne savez pas que c'est le mauvais endroit tant que vous n'avez pas trouvé le bon endroit. Donc, et puis on ne revient pas avec rien, même quand c'est dans le mauvais endroit. Même quand on cherche et qu'on ne trouve pas de ville, on trouve quand même d'autres choses qui sont intéressantes à signaler. On continue à faire le travail. Bon. Mais cette phase expérimentale de la recherche, elle fait partie du travail. Elle est absolument essentielle. Et il faut continuer à la respecter et à la prendre en compte. Voilà. Et néanmoins, des nouveautés arrivent. Bon. Des nouveautés arrivent et certaines de ces nouveautés, je les ai indiquées dans cette nouvelle édition augmentée. D'abord, je vais rajouter 5 chapitres dans cette édition. Et par exemple, un chapitre sur Sigil Massa. Alors, celles et ceux d'entre vous qui avaient déjà lu Le Rhinocéros d'or se souviennent peut-être de Sigil Massa, cette ville dans le sud-est du Maroc actuel, juste au bord du Sahara, donc on est au bord nord du Sahara. C'était la ville où, pendant tout le Moyen-Âge, enfin, en gros du 8e au 14e siècle, se réunissaient les marchands du monde islamique qui entreprenaient de traverser le Sahara. Traverser le Sahara, c'est-à-dire 60 jours à 80 jours de marche à travers le désert pour arriver de l'autre côté, dans la capitale du Ghana au XIe siècle ou dans la capitale du Mali au XIVe siècle. Bon. Mais quand j'ai écrit
le rhinocéros d'or est publié en 2013. Je venais juste de commencer des fouilles à Sigil Massa, dont je n'ai pas répercuté le résultat dans la première édition, mais que 10 ans après, je peux faire. Bon. Parce que c'est le temps qu'il faut. Hein, entre le moment où on commence des fouilles et le moment où on comprend ce qu'on a fouillé, il se passe 5 ans ou 10 ans, parfois 20 ans. Donc, voilà. Donc là, il était temps de rajouter un chapitre sur l'archéologie à Sigil Massa. Et puis j'ai rajouté d'autres chapitres aussi, un chapitre sur Moussa, justement, et puis un petit accident diplomatique qui se produit au Caire. À un moment donné où Moussa refuse, et on le comprend, parce que il refuse de s'incliner devant le sultan mamelouk, et là, panique chez les diplomates des deux côtés, boum, oulala. Voilà, le sultan Moussa refuse de s'incliner devant le sultan mamelouk, ça ressemble à un impair diplomatique, comment on règle ça? Et là, les diplomates sont géniaux, enfin, en 3 secondes, ils trouvent le truc qui permet de solutionner le problème. Et puis j'ai rajouté un chapitre aussi sur un autre royaume dans une région d'Afrique que j'avais pas abordé dans la première édition, sur les alentours du lac Tchad actuel, donc au Tchad actuel, un royaume qui était là au XIIe siècle, qui s'appelle le Kanem, et qui était, de toute évidence, d'après les témoignages arabes, dans une région absolument luxuriante, voilà, où le sultan musulman de ce pays avait des jardins, voilà, où on récoltait des pêches, où on faisait pousser de la canne à sucre, etc. Bon, pour quiconque connaît ce coin-là du lac Tchad, on voit qu'il y a immédiatement un problème. Et en fait, le problème, il est climatique. Hein. C'est que le paysage a été profondément transformé, et que le lac Tchad est lui-même un appareil qui enregistre un sismographe très 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 précis des changements climatiques. C'est un lac très peu profond et très étendu. Voilà, donc dès qu'il y a des réchauffements climatiques durables, il se rétrécit de façon considérable, et dès que ça se réchauffe et qu'il y a davantage de pluie, ça s'étend. Donc l'extension du lac Tchad enregistre des changements climatiques profonds, et en fait il y en a eu, et par conséquent les vestiges supposés de ce royaume sont aujourd'hui dans des endroits complètement désertiques du nord du Tchad. Voilà, donc voilà quelques exemples, et puis j'ai aussi mis à jour toutes les notices à la fin de chaque chapitre. C'est un livre qui est écrit sans note de bas de page. Chacun des chapitres est simplement suivi d'une notice qui raconte ce qu'on sait sur la documentation, donc on n'est pas obligé de lire. Bon, certains ne lisent que ça, bon, mais on n'est pas obligé de lire. Néanmoins, j'ai mis dedans, voilà, toutes les mises à jour se rapportant à chacun des chapitres, les nouvelles éditions de sources dans différentes langues, etc. Parfois les nouvelles interprétations, voilà, donc j'ai indiqué aussi quand j'avais changé d'avis sur un sujet, tout ça est indiqué dans les notes à la fin de chaque chapitre. François-Xavier Fauvel, il y a encore pas mal de questions qui me viennent en tête, mais je vous propose de passer la parole désormais à la salle. Je pense qu'on a des micros qui sont susceptibles d'arriver jusqu'à vous. Il suffit de lever la main, et surtout il suffit d'oser poser la première question. Bonsoir, merci beaucoup pour vos narrations passionnantes. Moi, je voulais un peu savoir, pour reprendre l'image du Pulse, on a beaucoup parlé de l'ouest de l'Afrique, donc des dynamiques islam et Afrique centrale. Vous avez parlé de cette pénétration colonialiste peut-être sur la côte atlantique, mais je voudrais savoir, de la Rift Valley jusqu'à la Zambie, globalement, qu'a été cette dynamique dans l'histoire? Alors on sait beaucoup de choses. On sait beaucoup de choses sur l'Éthiopie, donc le nord de la vallée du Rift. On sait énormément de choses sur l'Éthiopie, ne serait-ce que parce qu'il y a une très très grosse documentation écrite, produite par les sociétés chrétiennes d'Éthiopie depuis le Moyen-Âge, en fait en réalité depuis même l'Antiquité. Vous le savez peut-être que l'Éthiopie une grosse partie de la population éthiopienne est chrétienne, et c'est un christianisme qui s'est implanté dans la corne de l'Afrique au IVe siècle.
et qui depuis n'a cessé de se perpétuer. Bon, ce sont les mêmes institutions, le même christianisme qui a duré jusqu'à nos jours. Et avec le christianisme est venu beaucoup de choses, en particulier la culture manuscrite. Vraiment. Donc il y a énormément de manuscrits qui ont été produits en Éthiopie chrétienne dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. Ils sont surtout conservés à partir du XIVe siècle. Donc on a des dizaines de milliers de manuscrits qui sont conservés et qui sont des bibles ou des textes liturgiques, etc., mais qui sont aussi des récits historiques, qui sont aussi des chroniques, qui sont aussi des vies de saints éthiopiens, etc. Donc on a une très très grosse documentation, donc on sait beaucoup de choses. On sait aussi qu'il y avait des voisins musulmans au Moyen-Âge, dont on sait aussi beaucoup de choses. Leurs textes ne se sont pas beaucoup conservés. De très rares textes produits par ces sociétés musulmanes d'Éthiopie ont été conservés. Mais des inscriptions funéraires arabes ont été conservées. Et puis les Éthiopiens chrétiens ont parlé de leurs voisins musulmans. Et puis des voyageurs extérieurs, des chroniqueurs extérieurs arabes ont parlé aussi de ces sociétés musulmanes. Donc on sait aussi beaucoup de choses. Donc sur l'Éthiopie, en fait, on sait énormément de choses depuis assez longtemps. Quand on descend vers le sud, tout dépend quel sud on emprunte. Si on prend la voie maritime, si on longe la côte, on sait là aussi beaucoup de choses sur la Somalie actuelle, par exemple Mogadiscio, ou sur le Kenya en dessous. Plein de sociétés là sont connues depuis le Moyen-Âge, parfois même plus anciennement, parce qu'elles ont été visitées par des voyageurs persans ou arabes, etc., qui sont allés là aussi faire du commerce et qui ont laissé des témoignages. C'est toute cette culture qu'on appelle Swahili, qui parle aujourd'hui la langue Swahili, hein, qui est la langue nationale et véhiculaire au Kenya, en Tanzanie, et puis également même dans l'est du Congo, etc. Voilà, donc, mais toutes ces sociétés Swahili sont relativement bien documentées et le sont aussi par l'archéologie. Alors, on a là plein de sites archéologiques, certains absolument magnifiques, comme Kilwa en Tanzanie, dont je parle aussi dans le Rhinocéros d'or. Et dont j'ai beaucoup parlé dans mes cours aussi des 2 premières années au Collège de France, de sociétés musulmanes, urbaines, marchandes, cosmopolites, tournées vers le commerce extérieur et africaine, hein, dont on sait beaucoup de choses. Voilà, donc c'est le long de la côte du Kenya, Tanzanie, Mozambique, etc. Si on est dans l'intérieur, alors là, c'est plus compliqué. Si on suit véritablement la vallée du Rift, hein, c'est-à-dire ce plancher d'effondrement qui se trouve, qui part d'Éthiopie, puis qui descend les Grands Lacs, etc. Là, c'est beaucoup plus difficile parce que là, on n'a pas de source écrite. On n'a pas de source écrite produite par les sociétés de ces régions-là. On n'a pas de source écrite non plus, très tardivement, avant le 19e siècle, produite par des sociétés extérieures à ces sociétés-là. En revanche, on a d'autres choses. On a, par exemple, des traditions orales. On a de l'archéologie, voilà, qui permettent de travailler cette documentation-là et puis parfois de reconstruire de façon très 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 convaincante, voilà, des histoires qui peuvent remonter à 1 millénaire ou 2 millénaires, voilà, de formation de royaumes, etc., dans des sociétés qui, dans ces régions, là je parle là de la région des Grands Lacs actuelles, au Rwanda et Burundi, ou au Kenya, en Tanzanie, qui sont toutes des sociétés de langues qui appartiennent à la grande famille des langues bantoues. Est-ce qu'on a une autre question? Bonsoir. J'aimerais savoir pourquoi, jusqu'à ce jour, on diffuse et rediffuse les mêmes documentaires qui sont d'il y a peut-être une 50aine d'années et qu'on revoit tout le temps à la télé sans réactualiser vos recherches ou les nouvelles recherches qui sont faites et même les datations sur certains sites archéologiques. Aujourd'hui, on ne voit à la télé que ces diffusions de l'INA en permanence. J'aimerais savoir pourquoi. Madame, j'enrage comme vous. Mais c'est effectivement difficile à supporter. Non, mais je suis totalement d'accord. Et
je n'ai pas de réponse. Pourquoi cette inertie des savoirs communs? C'est-à-dire que, si vous voulez, derrière la rediffusion de documentaires qui ont 50 ans, il y a des choix de programmation. Il doit y avoir des réunions de rédaction dans des chaînes de télévision. Il y a des gens qui décident ça. Ça veut dire, bon. Et puis il y a un public qui regarde. Bon, donc, voilà. Et il y a une inertie très très profonde de ces savoirs périmés, parce que nous avons, je dis nous, collectivement, notre société contemporaine continue d'avoir des attractions comme ça pour des savoirs soit complètement naturalistes. Vous voyez, typiquement les documentaires animaliers, par exemple. Bon. On ne nous montre pas de documentaires animaliers sur l'Europe. Hein. Non, mais je veux dire, il faut... Bon, soit des documentaires vous dites, rediffuser des archives de l'INA, etc., les documentaires historiques d'il y a 50 ans, qui sont complètement périmés. C'est-à-dire que personne, c'est quand même dingue, c'est quand même complètement dingue, de ne même pas faire l'effort d'aller interroger un historien ou une historienne. Je sais pas, de Paris, c'est commode parce que je suis là, mais Lomé, c'est pas beaucoup plus loin. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a de très très grands historiens, voilà, à Lomé, il y a de très très grands archéologues à Ibadan. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez facile, hein, de se documenter. Bon. Donc voilà, il y a cette attraction qui continue d'être la nôtre pour une Afrique immémoriale, pour une Afrique dans laquelle les savoirs n'ont pas besoin de se mettre à jour, puisque ce qui aurait été vrai il y a 50 ans l'est encore. Oui, bon. Ou alors pour une vision ethnique comme ça, un peu scintillante, voilà, ou pour une vision un peu muséographique, bon, bah, l'Afrique se résume à la diversité de ses cuillères et de ses statues. Bon. Donc voilà, il y a cette attraction qui est l'effet, lointain de toute une série de rapports qu'a entretenu notre société avec les sociétés africaines par le passé. Voilà, c'est bon. Et alors, ça ne veut pas dire, on est bien d'accord, madame, qu'il faut se résoudre. Hein. Voilà, on ne se résout pas. Bon, voilà, on ne se résout pas. Et on travaille. Bon, on travaille. Enfin, je veux dire, voilà. Et les collègues travaillent. Voilà. Tous mes collègues en France travaillent, publient. Voilà. Tout le monde fait l'effort. Le concours de l'agrégation en est un. Des collègues en Afrique publient des manuels scolaires, publient des ouvrages de valorisation ou des manuels. Enfin, voilà. C'est le travail est fait. Mais le travail est fait. Voilà. Mais il y a encore du travail. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt la première édition du Rhinocéros d'or, et j'ai appris beaucoup de choses sur l'Afrique, notamment sur l'Afrique australe, que je connais beaucoup moins que l'Afrique subsaharienne. Mais le principe de construction de ce livre est lié à une série de situations particulières qui donnent lieu au récit qui constitue le livre et qui sont agrémentées effectivement de notes tout à fait intéressantes à lire. Mais chaque fois que vous abordez un thème, vous avez évoqué par exemple aussi Gilles Massa, vous l'abordez à partir d'une situation singulière et parfois relativement localisée dans l'espace et dans le temps. Je reprends l'exemple de Sigil Massa. Sigil Massa, effectivement, a été un port très important dans le commerce transsaharien. On est très intéressé par ce que vous dites sur Sigil Massa, mais ça ne répond pas à une interrogation plus générale. Ce commerce transsaharien ne se limitait pas à Sigil Massa. Il y avait d'autres ports, Caravanier, Tamdout, etc., le Touat. Et donc on est un petit peu frustré, ou du moins on se pose la question, est-ce que c'est la bonne façon de faire de l'histoire que de faire des spots sur un continent aussi grand que l'Afrique, qui sont tous très intéressants,
mais qui sont oui, des morceaux de puzzle, mais sans qu'on ait parfois une satisfaction suffisante sur les grands phénomènes qu'ils sont censés illustrer. Merci. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que vous soyez frustré. Et parce que alors, je réponds d'abord sur l'architecture de ce livre, Le Rhinocéros d'or. En effet, il est fait de pièces de puzzle. Alors, la métaphore que je prends dans le Rhinocéros d'or, c'est un vitrail. Ce sont les pièces d'un vitrail. Bon. C'est-à-dire que chacune de ces pièces nous montre quelque chose, et puis les bords, on les a soudés au plomb avec d'autres... bon. Et pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Parce que très souvent, le savoir, il est fragmentaire. C'est-à-dire que très souvent, on sait quelque chose de très localisé grâce à un document. Un document archéologique, une pièce de monnaie, une petite statue d'un rhinocéros en or qui vient d'une tombe à Mapungubwe en Afrique du Sud, etc. Et puis on ne sait pas forcément énormément de choses autour. C'est-à-dire qu'en fait, autour, c'est plus compliqué. Alors, il resterait à faire des synthèses. Bon. Mais ce travail reste à faire. Alors, si vous êtes frustré, et c'est très très bien parce que c'est le moteur pour la lecture, moi ça m'intéresse que vous soyez frustré, à ce moment-là, sur le Mali, lisez Les Masques et la Mosquée, parce que là, voilà, c'est la synthèse que je propose. La précédente datait d'il y a une 50aine d'années, sur le Mali, à l'époque impériale, le 13e, 14e siècle. Il resterait à faire ça sur plein d'autres régions. Il n'y a pas en français, par exemple, aujourd'hui, de synthèse sur l'histoire de l'Éthiopie. Bon. C'est pas que j'ai pas des collègues, j'en ai plein, des collègues spécialistes de l'Éthiopie. Il y en a plein en France, il y en a plein en Éthiopie, il y en a plein en Allemagne, il y en a plein aux États-Unis, enfin plein. Il y en a suffisamment, disons. Bon. Et tous ces collègues font des choses très, très, très intéressantes. Voilà, publient des nouvelles choses, des nouveaux documents, des avancées. Il y a plein d'avancées en histoire médiévale de l'Éthiopie, en histoire antique, en archéologie, plein de découvertes récentes, etc. Mais il est vrai, oui, et ça alimente notre frustration, à nous aussi, hein, il n'y a pas la synthèse. Bon. Encore disponible au public. Il y a des synthèses disponibles aux spécialistes, mais il n'y a pas encore de synthèse disponible au public. Et puis on pourrait faire la même chose, effectivement, par exemple, sur le commerce transsaharien. Alors par exemple, c'est ce que j'ai fait dans mon cours au Collège de France les 2 premières années, une synthèse sur l'histoire médiévale de l'Afrique, plus généralement, en parlant voilà, du commerce transsaharien, de ce que ça veut dire, les routes, le volume de commerce, etc. C'est pas encore paru en français, ça va paraître prochainement en allemand et en anglais, ça paraîtra dans 2 ans en français, donc ça va exister à un moment donné. Voilà. Mais c'est un travail, en fait, c'est un travail qui ne va pas de soi. C'est un travail qui ne va pas de soi. Voilà. Et donc le Rhinocéros d'or a été un moment, a été un vitrail qui attire l'attention, qui montre que ça a existé, qui montre qu'on peut travailler en historienne et en historien sur des documentations, qu'elles sont ardues mais qu'on y arrive, que c'est patient, etc. Après, oui, vous avez raison, il manque, il faut travailler aussi à rendre disponibles des synthèses. Voilà. Et donc une fois de plus, Les Masques et la Mosquée sur le Mali pour celles et ceux que ça intéresse. Je précise, puisque j'ai la parole, pour dire que Les Masques et la Mosquée existent, ne soyez pas désarçonnés, le livre est paru sous 2 couvertures différentes. Le même livre, hein, le même titre, même livre, même auteur, hein, Les Masques et la Mosquée, il est paru avec 2 couvertures différentes, l'une qui représente une mosquée et l'autre qui représente des masques. Donc si jamais vous le voyez sur des étals de librairie, sachez que c'est le même livre. Voilà. Il ne faut pas l'acheter 2 fois. Voilà. Merci beaucoup François-Xavier Fauvel. Vous pouvez. Hein. Et je profite aussi pour remercier l'équipe de Desel qui ce soir faisait sa grande première et qui assurera désormais à chaque Agora des Savoirs une traduction en langue des signes.